bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des messages sur l'âme. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les enseignements de l'âme, la première partie, je vous conseille d'aller la regarder, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En tout cas, si vous désirez pas la regarder, si vous avez quelques connaissances, peut-être que vous parviendrez à comprendre. Mais cependant, je pense qu'elle est quand même utile pour comprendre l'histoire depuis le début, surtout la compréhension que j'ai des choses, parce que ça reste quand même un message, ça reste quand même une forme d'interprétation, donc ça vient de moi, voilà, c'est à prendre ou à laisser. On ne prend uniquement que ce qui résonne pour vous et que ce qui vous aide dans votre avancée. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans mes anciens carnets de canalisation. Donc aujourd'hui on a à peu près 7 messages. Donc pour ce faire, nous allons commencer par les messages du coup de Métatron. Donc dans la plupart des messages que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est toujours un Métatron qui parle le plus, même si l'archange Chamuel aussi parle quelquefois. Donc pour rappel, Métatron et Chamuel, ce sont des archanges recteurs, donc avec lesquels on parle. Donc bien sûr, ça reste toujours lié à une religion, si on peut dire ça comme ça. Mais si vous préférez, vous pouvez tout simplement dire que je parle avec des énergies qui m'envoient des informations. Donc après, voilà, chacun sa vision des choses et je vous laisse prendre ce qui résonne pour vous. Donc je vais commencer avec la lecture du premier message. Donc ce premier message date du 17 juin 2021 et il a été écrit par Métatron. Ce soir, j'aimerais te parler plus en détail de ton âme. À présent que tu as quelques bases, tu sais que l'âme est ce qui anime le corps. Pour autant, elle a aussi d'autres fonctions et elle transmet également des informations dans l'inconscient. Ces informations sont particulièrement importantes pour vous les humains car elles vous permettent de vous rapprocher de votre essence. Plus vous êtes proche, plus vous recevrez des informations. L'âme recherchera toujours à s'ancrer de plus en plus dans la matière. C'est ainsi qu'elle s'épanouit pleinement, à l'image de ce symbole. Donc là, on a le symbole yin-yang. Ils expliquent « La matière et l'infini ne peuvent se mélanger. Cependant, il existe des parcelles entre les deux fluides. » Donc, dans ce message, ce dessin en fait représente la matière et l'infini, donc qui sont représentés par le yin et le yang, qui ne peuvent se mélanger, mais pourtant il existe donc avec les points, des parcelles, des points de contact qui leur permettent d'échanger des informations. Donc notamment ce point de contact, c'est l'incarnation, c'est le corps humain. Quand l'âme fait l'expérience de sa divinité dans la matière, elle utilise un véhicule qui est le corps humain. Et c'est notamment le corps humain dans cette métaphore représente donc l'une des parcelles entre ces deux fluides, donc infini et matière. Ensuite, il continue en écrivant. Notre but à travers cet enseignement est de te permettre de recevoir ton âme dans ton corps. Tu retrouveras ainsi ton plein potentiel et la vérité te semblera limpide. C'est quand on est dans l'amour et qu'on le rayonne que l'amour vient à nous. L'âme est une parcelle de Dieu. Plus tu aimes, plus Dieu viendra à toi. À la naissance, l'âme est proche, puis elle s'éloigne avant de se rapprocher au moment de la mort dans la majorité des cas. Il y a bien des configurations dans les fluctuations du rapprochement de l'âme au jeu. Mais quoi qu'il en soit, un homme saint verra son âme dans le creux de sa paume, tandis que le meurtrier la laissera s'en aller davantage à chacun de ses crimes. Donc ce qu'ils expliquent en fait, c'est que quand tu permets à ta divinité de s'exprimer sur terre,
tes actions, ton mode de pensée, qui tu es, te rapproche de ton essence et de Dieu. Ton essence et Dieu, c'est la même chose. Mais celui qui est le criminel, celui qui fait du mal, en fait, s'éloigne de son âme. Et c'est pour ça que le criminel n'est plus capable de discerner le vrai du faux. Ce qui disait que quand tu atteins ton plein potentiel, la vérité te semblera limpide. C'est-à-dire que celui qui est bon arrivera à voir et à connaître le vrai dans chaque situation, à le faire vivre et à l'appliquer dans sa vie. Tandis que le criminel, lui, de par le mal qu'il fait autour de lui, ne saura plus différencier en fait ce qui est bon ou ce qui est mauvais et continuera dans une voie qui est néfaste pour lui et pour ceux qui l'entourent. Ensuite, nous avons un prochain message de Samuel datant du 20 juin 2021. Donc dans ce message, il explique: j'aimerais compléter l'enseignement de Métatron sur l'âme. Les âmes sont toutes liées entre elles dans l'univers. Cependant, toutes ne jouissent pas des mêmes types de liaisons énergétiques entre elles. Ces liens peuvent se couper ou se reconstituer au fur et à mesure des incarnations. Il y a cependant des liens qui, malgré le temps et les vies, restent en place. Ces liens d'âme peuvent être bénéfiques, mais parfois douloureux. Nous disons pour cela que les êtres ont des choses, entre guillemets, ont des choses à régler ensemble, avant de rompre leurs liens. Les liens les plus spectaculaires et énergivores pour les âmes sont les liens d'âme d'amour. Ces liens-là sont incassables. Il y a plusieurs types de liens d'âme d'amour. Plusieurs personnes peuvent être liées, comme dans une famille par exemple. On parle de famille d'âme. Dans ces familles, nous retrouvons aussi des couples sacrés. Ces couples sont étonnants, car quand leur lien est établi dans la matière, l'âme descend dans leur corps et ils se purifient, eux et ceux qui les entourent. Notre objectif est de permettre à ces âmes de se retrouver dans la matière. Cependant, nous sommes parfois empêchés par le mal. Donc ce qu'il explique Samuel dans ce message, c'est que les âmes sont reliées parfois les unes aux autres par des liens énergétiques qui leur permettent en fait d'évoluer, qui ponctuent leur expérience dans la matière, soit parce qu'elles ont des choses à régler entre elles, soit c'est parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour avancer dans la matière et pour s'épanouir. Et c'est notamment le lien donc qu'il expliquait, par exemple, ce qu'on entend souvent, c'est les liens flammes jumelles, âme sœur, les liens karmiques. Tous ces liens-là ont des raisons d'être et sont là pour permettre aux âmes de se purifier et de rendre leur expérience dans la matière encore plus spectaculaire, encore plus belle, si j'ai envie de dire. Enfin, là je sais que parfois les liens qu'il y a entre les âmes peuvent être douloureux, mais ils sont toujours là pour apporter quelque chose. C'est un message de Métatron datant du 30 juin 2021. Il explique: comme je te l'ai expliqué, tout est énergie dans l'univers, et à cette seule condition, tout devient réel ou vivant. Tous tes souhaits vibrent dans l'univers. Toutes les personnes auxquelles tu offres ton amour sont bénies. Toutes les âmes sont reliées. Toutes les âmes peuvent donc exercer une action sur toutes les autres. Mais il y en a certaines qui ont plus de capacité à toucher ses voisines.
C'est possible dans le sens de la bienveillance, comme dans le sens inverse. Cependant, ce ne sont pas les mêmes voies qui sont utilisées. Le mal, donc ce que moi j'appelle le mal, c'est toujours ce que pour moi, j'avais encore une vision très biblique des choses et très noir ou blanc. Donc, quand je dis mal, c'est-à-dire des manifestations qui peuvent être négatives, mais c'est pas foncièrement le mauvais, je pense. Faut pas être tout de suite dans le noir et blanc. Moi, à l'époque, je l'étais, donc ils ont fait des distinctions, mais je pense qu'on peut essayer de nuancer un peu ce propos. Le mal use de la matière, alors que le bien use du ciel. La matière transmet rapidement, et son effet peut être très brusque. Pour autant, il s'estompe et s'évanouit à cause du temps qui passe. Tandis que l'amour, qui communique par les voies du ciel, sont éternelles et silencieuses. Donc ce qu'ils essayent de dire ici, c'est que quand quelque chose de mauvais t'arrive, ça peut être, je sais pas, imaginons, tu as vécu une perte, voilà, dans ta famille, une perte d'un être cher, c'est un mal. C'est un mal très brusque qui t'arrive dans la matière. Cependant, le mal, comme il s'exprime dans la matière, il finit par s'évanouir. Après, il y a aussi ce qu'on pourrait rajouter ici, c'est qu'il y a aussi des voies dans lesquelles le mal s'exprime aussi dans l'invisible. J'imagine qu'il y a tous ces formes de pollution énergétique, ces formes de sorcellerie. Et moi, à l'époque, je ne l'ai pas précisé dans ce message. Peut-être que plus tard, je l'ai précisé, mais en tout cas, ici, je ne l'ai pas précisé. Mais je me souviens que s'il voulait dire ça, c'est parce que, on va dire que ce qui est vraiment à l'image de Dieu ne va pas forcément s'exprimer de manière très claire dans la matière. En fait, c'est toujours via l'intuition et l'invisible que l'esprit s'exprime le plus au départ. Mes prochains messages sont dans ce livre-ci. Alors pour la petite histoire, ce livre, on me l'a donné et il est tout en cuir et j'adorais le manipuler, je trouve très sympa en fait. Ici c'est un message de Métatron datant du 17 juillet 2021 dans lequel je demande: à présent j'ai une question à propos des familles d'âmes. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se structure, comment créer une âme et pourquoi? Et je veux comprendre aussi ce que rencontrer son âme jumelle signifie. Il dit: tout d'abord, revenons sur sa création. L'univers est une immense structure en perpétuelle évolution. Donc, quand je dis univers, dans ma conception des choses, l'univers c'est ce qu'il y a après la planète Terre. Donc c'est l'entité qui est plus grande encore que la planète Terre et dans laquelle il y avait toutes les autres planètes. Voilà, ça c'était ma vision à l'époque. Ok. Maintenant ça a beaucoup évolué, mais quand il dit univers, c'est donc de cette entité-là qui parle. En son sein, il existe des jardins d'Éden qui sont des espaces dédiés à la conception de nouvelles âmes. Donc là, à ce moment-là, il a parlé d'un jardin d'Éden parce que bien sûr j'avais une vision très biblique des choses, mais surtout maintenant avec le recul que j'ai, quand il évoque les jardins d'Éden, en fait il évoque des espaces, à mon avis, qui sont semi-matériels ou je sais pas trop, mais dans des espaces qui en fait dans lesquels il fabrique des âmes. C'est pas, en fait, je pense pas que ce soit des âmes, des espaces comme ce qu'on est en train d'expérimenter sur Terre. Je pense pas que c'est du même type d'espace dont on parle. C'est pour ça qu'il parle de jardin d'Éden, parce que jardin d'Éden, que ça soit dans les textes bibliques, ou même dans mon esprit à l'époque, ça restait une forme
d'espace un peu mystique et vague que je ne pouvais pas expliquer. Donc c'est pour ça qu'il a repris ces mots-là. La création d'une âme requiert une énergie considérable, tant physique et métaphysique. L'âme prend vie lorsqu'elle reçoit le souffle de Dieu. L'âme est une pièce de monnaie à deux faces, deux polarités. On parle de jumeaux d'âme. Une même polarité peut être brisée en deux. Un être ira à la terre et l'autre restera dans le ciel. Les relations flammes jumelles sont en réalité cela. Il n'est pas possible que le jumeau du ciel rencontre son jumeau terrestre en étant incarné. Donc là, ensuite, ils poursuivent en disant « Ensuite, pour revenir à la matrice qui fabrique les âmes, celle-ci peut porter le nom de monade. Voici sa structure. » Donc là, ce schéma, je crois que je l'ai vu sur une vidéo. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils me l'ont ressorti, sûrement parce que je l'avais accepté, on va dire, mentalement parlant. Et donc du coup, ils me l'ont ressorti pour pouvoir mieux m'expliquer le message qui va suivre. Donc aussi pour revenir sur ce qu'il disait en disant que le jumeau du ciel ne peut pas rejoindre le jumeau qui est sur terre. Donc, alors, à mon avis, par la suite ils vont expliquer davantage, mais déjà la première compréhension que j'avais, c'est que les âmes, c'est ces petits symboles-là, yin-yang. Et en fait, à sa création, ou du moins on va dire au départ de son expérience on va dire matériel, ouais c'est ça, oui enfin c'est plus complexe que ça, mais on va dire à son départ où elle va commencer à vivre, où elle va être insufflée du souffle de Dieu, donc qui est l'énergie de vie. Elle va se séparer en fait en deux, et il y a toujours deux polarités, donc une masculine, une féminine. Et en fait, je crois que ces deux polarités, il y a tout. En fait, c'est la même âme. C'est la même âme, sauf qu'il y a toujours un qui est dans le ciel pour garder le lien avec on va dire, comment dire, pour garder le lien avec le ciel. Et pendant qu'il y en a un qui se relie sur terre. On va dire que l'âme se sépare, ouais c'est ça, en deux parties. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à quelque chose de technologique, mais là tout de suite j'ai pas le terme, mais c'est ça. Et après je crois que dans une même polarité, ensuite ça peut encore se diviser en deux. Mais là encore il faut que je relise des messages parce que je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ils expliquent alors. Dans la monade, il existe 4 branches de famille d'âmes. Cette structure est différente pour les âmes uniquement spirituelles, comme les anges, même si un ange peut plus tard décider de s'incarner. Ces 4 familles ont chacun 6 membres. Donc c'est ce qu'on voyait, 4 familles, 4 branches, 6 membres. En fonction de leur emplacement dans la famille, les âmes n'expérimenteront pas les mêmes choses. Dans une âme, donc dans un petit dessin comme ça là, voilà, on va faire visuel, moi j'aime bien quand c'est visuel. Il y a 2 polarités, donc 2 petits, voilà, un féminin et un masculin. Ce couple est l'âme jumelle, ok. Elles peuvent être toutes les 2 incarnées sur Terre en même temps. Ah, c'est bon, je crois que je viens de comprendre en fait le message. Donc ce que j'ai dit précédemment en fait c'était à l'envers. Mais en fait c'est plutôt les 2 parties, ce sont les âmes jumelles. Donc ces 2 morceaux en fait peuvent être incarnés parce qu'il y a un féminin, un masculin. Mais dans une même polarité, donc dans la féminine, il y a toujours une partie qui reste dans le ciel et une partie qui descend à la terre. Donc là, ça devient logique. Moi, j'avais dit les choses dans le mauvais sens, en fait. Donc effectivement, il y a dans une polarité, t'as toujours, on va dire, c'est comme s'il y avait un émetteur et un récepteur. Voilà, il y avait toujours un plus, un moins. Si on peut dire version, voilà, électricien, t'as le plus, le moins, dans une même polarité, en fait. Ils expliquent ensuite, c'est le lien le plus sacré qu'il est possible d'expérimenter dans la matière. Ensuite, les âmes sœurs
sont les autres membres de cette branche familiale. Puis il y a les âmes cousines, qui sont issues d'une autre branche familiale. Donc, si j'ai bien compris, à côté de l'une l'autre, t'as les âmes sœurs, et ensuite, d'une branche familiale à l'autre, t'as les âmes cousines. Ok, jusque-là, tout va bien. Il est possible de perdre une âme sœur, alors, lors d'une vie, nous recréons de nouveaux liens d'âme afin que l'armature céleste reste intacte. Nous pouvons perdre des âmes pour deux raisons. Soit parce qu'elles rejoignent Dieu, soit parce qu'elles rejoignent le diable. Donc là, toujours vision biblique, à prendre avec des pincettes, à prendre du recul. On va dire plutôt que soit t'en as une qui, du coup, fusionne avec Dieu, qui retrouve son essence divine, qui redevient divin, et donc du coup, c'est comme si elle était réabsorbée par la lumière. Et donc du coup, son entité disparaît. Voilà. Soit t'en as une qui est absorbée par les énergies négatives, et donc elle devient prisonnière. Voilà. Pour faire court, je pense que c'est à peu près ça. Alors, pour maintenir l'univers en mouvement et en constante évolution, nous recréons de nouvelles âmes. Dieu est le seul univers créateur. Le diable ne peut pas créer des âmes. Cependant, lorsqu'une âme est trop longtemps privée du souffle divin, en étant aux côtés du diable, elles finissent par redevenir poussière sans pouvoir retourner à leur créateur. Donc, du coup, là, il faut toujours penser avec Dieu et tout ça. Donc Dieu, dans ma vision, c'était une énergie, donc un univers créateur. Et en fait, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que Dieu, cet univers créateur, c'est la seule entité qui peut recréer des âmes, c'est-à-dire recréer de la lumière et recréer de la vie. Les énergies négatives, dans ce que j'ai écrit, ne peuvent pas recréer de la vie à partir de rien. Elles sont obligées de voler de la lumière, de la corrompre pour ensuite l'utiliser. Mais de base, Dieu, donc la vie, la création, est la seule entité qui peut créer à partir de rien. Donc là ensuite, dans ce message du 19 juillet 2021, en fait j'ai demandé si l'âme peut être divisée en deux polarités, qui peuvent s'incarner séparément. Cela veut dire que ma mission d'âme est la même que du coup mon autre. Parce que je me suis dit, si c'est une même âme et qu'elle a une mission, est-ce que du coup les deux polarités ont la même mission ? Et là il explique. Il y a donc bien deux incarnations d'une même âme dans la matière. Ok. Ensuite, vous provenez exactement d'une même âme qui s'est divisée en deux polarités, une féminine et un masculin en termes énergétiques. La féminine est celle qui reçoit les instructions du ciel. C'est elle qui a les dons et la puissante émanation de l'âme. Le masculin est celui qui aidera la féminine à ancrer son savoir sur terre. Et enfin, ils expliquent, l'un ne peut y arriver pleinement sans l'autre. Donc du coup, une même âme, donc c'est-à-dire un petit yin-yang, voilà, une même âme peut du coup incarner ces deux polarités dans deux endroits différents. Et ces deux polarités n'ont pas les mêmes missions, parce que de par leur essence, féminin et masculin ne peuvent pas créer et expérimenter les mêmes choses dans la matière. La féminine, elle sera toujours plus ou moins reliée au ciel, et elle, son but, c'est d'aider, c'est d'influencer positivement, c'est de donner le savoir de Dieu, de donner l'amour de Dieu. Tandis que le masculin, ça va plutôt être le leader, le fonceur, celui qui va protéger la féminine et qui va lui permettre d'ancrer son savoir sur terre. Vous dites que l'âme a plusieurs matrices Dieu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus de détails sur comment cela fonctionne ? Donc du coup, juste avant, pour se rappeler, dans la première vidéo, j'avais expliqué qu'une âme,
quand, on va dire, ouais, une âme, oui c'est ça, quand elle s'incarne, elle va du coup, pour accélérer son processus d'apprentissage, elle va diviser son énergie dans plusieurs dimensions. C'est ça qu'on appelle les matrices. C'est-à-dire que dans ma réalité, j'ai plusieurs feuilles de papier, en fait. Enfin, ouais, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais dans ma réalité, c'est comme si il y avait plusieurs versions de moi-même qui sont dans des dimensions différentes, qui expérimentent la même vie, mais qui font juste pas les mêmes choix. Et ça doit permettre en fait à l'âme d'expérimenter plus vite. Alors, et je crois qu'il répond à cet endroit-là. Alors voilà, ça c'est un schéma de ce que j'expliquais dans le rôle du masculin et du féminin. Donc le féminin toujours relié au ciel, qui entend les voix du ciel, et tandis que le masculin, lui, se relie à la terre et ancre le savoir, du coup, sur la terre. Donc là, concernant la seconde question, dans celle que je viens de poser, il répond. Une âme jeune, c'est-à-dire au début de son périple dans la matière, peut créer des milliards et des millions de matrices je. À la naissance d'une matrice je, alors il faut savoir qu'une âme, alors je reprends, une âme, en fonction de l'étape où elle est dans la matière, elle peut créer soit des milliards de matrices, soit des centaines ou des dizaines. Par exemple, si elle est sous forme de microbe, elle peut créer des milliards de matrices. Mais si elle est sous forme humaine, elle va juste en créer une centaine. Voilà. C'est juste pour qu'on se remette dans le contexte. Alors, à la naissance d'une matrice je, il y a déjà des milliers qui sont créés à la fois. L'âme ne vit pas le temps et l'espace de la même manière que les matrices je qu'elle crée. Dans la matière, il existe une hiérarchie. Ah voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer. Les minéraux, les végétaux, mais aussi les micro-organismes, les molécules et bactéries sont des matrices je. En fonction de leur place dans la hiérarchie, les matrices je ne reçoivent pas la même quantité de conscience. Tout ce que tu vois est vivant. Certains sont plus proches de la nature. Ces enfants lui appartiennent. Elle les forge jusqu'à ce qu'ils accèdent aux privilèges de l'humanité. C'est-à-dire que quand une âme, alors c'est pas une généralité, mais quand une âme commence son parcours dans la matière, elle peut commencer à l'état de micro-organisme par exemple, et à ce moment-là elle crée des millions et des milliards de matrices, c'est-à-dire des millions et des milliards de versions de elle, de sa création, de son incarnation, dans des dimensions différentes. Donc ça fait des milliards et des milliards d'individus, et en fait plus elle est divisée, plus son énergie est dispersée, et moins elle a une conscience, moins on va dire une matrice a une conscience totale de qui elle est en fait. C'est pour ça que par exemple on remarque que je sais pas, une plante, on a l'impression qu'elle a moins de conscience qu'un humain d'être une plante. Pourtant elle a une émanation, elle a une forme de vie, voilà, elle existe. Elle a de la vie en elle, comme ton caillou, comme tout ce que tu veux, tout a de la vie. Alors, et donc du coup, elle explique que quand les enfants, donc les matrices je, vivent dans la terre, c'est-à-dire quand elles appartiennent aux micro-organismes de la terre, c'est-à-dire les plantes, les végétaux, les minéraux, tout ça, en fait la terre les prend soin d'eux, les prend en charge jusqu'au moment où ils deviennent suffisamment conscients, c'est-à-dire que leur nombre de matrices diminue pour pouvoir atteindre au privilège de l'humanité, c'est-à-dire pouvoir devenir humain. Donc, lorsqu'une âme débute son périple, ses matrices je sont très nombreuses. Elles s'expérimentent en tant que molécules, puis bactéries, etc. Lorsqu'elles arrivent à créer des hommes, les matrices sont nettement moins nombreuses. Seulement une centaine pour les jeunes âmes. Donc voilà, c'est une explication mieux que celle que j'avais commencé à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ensuite ? Cette centaine, c'est ça ?
cette centaine se crée à la suite des choix de la matrice je primaire. Alors je laisse expliquer, après j'expliquerai. Donc, à la suite d'un choix, la matrice primaire peut créer des matrices secondaires qui deviendront elles aussi des matrices primaires lorsqu'elles engendreront à leur tour de nouvelles matrices. Donc alors, c'est-à-dire que quand une âme crée une incarnation, une matrice, en fonction des choix que tu fais, soit tu te divises parce que tu disperses ton énergie de vie, en faisant par exemple, si tu fais un choix qui t'éloigne de ton essence, tu te divises en fait. Et plus tu te divises, plus ton énergie est dispersée, et plus, il y a des phrases par exemple qui disent tu perds ton chemin de vie. C'est-à-dire que tu te disperses, tu pars d'un côté, tu as tes matrices jeu qui en fonction tu fais des choix, ça crée de nouvelles versions de la première dans d'autres dimensions. Voilà. J'espère que c'est clair. Et même si là ça commence à devenir un peu, tiré par les cheveux, c'était ma vision à l'époque. Bien sûr, elle peut toujours être améliorée, elle peut toujours être complétée, elle peut toujours être remodifiée, mais en tout cas, voilà, c'était ma vision que j'avais à l'époque et qui me permettait d'avoir une certaine compréhension de l'esprit et de la matière. Ensuite, ils expliquent. Une journée, c'est une vie pour l'âme. Voilà, c'est pour dire qu'en gros, le temps, c'est pas la même chose pour l'âme que dans la matière. Lorsque la journée débute, l'âme commence à vivre avec ses matrices jeux. L'âme commence à vivre avec ses matrices jeux, donc leur vie. Voilà. Lorsque la journée est finie, les matrices jeux reviennent à l'âme sous forme de mémoire qui va être traitée par l'âme afin de créer un nouveau prototype de matrice jeu avec un nouveau chemin de vie. Donc du coup, c'est-à-dire que quand la journée commence, c'est-à-dire quand tu nais, tu vas commencer à faire des choix qui vont créer des matrices jeux dans d'autres dimensions. À la fin de la journée, toutes tes matrices jeux retournent à l'âme et en emportant avec elles les mémoires de ce qu'elles ont expérimenté. L'âme, tel un ordinateur, va traiter en fait les données de toutes ces mémoires pour en créer un nouveau prototype pour pouvoir expérimenter du coup ce qu'elle n'a pas pu expérimenter ou ce qu'elle doit encore soigner ou les traumatismes qu'elle a vécu dans la vie précédente. Et en fait c'est comme ça que le cycle se fait de la vie, des expériences, et c'est comme ça notamment qu'on peut expliquer en partie les chemins de vie ou les dettes karmiques entre les personnes. L'âme crée ses matrices jeu sur une même étape de la hiérarchie de la matière. Mais elles se séparent dans des dimensions différentes. Les matrices jeu d'une même âme ne peuvent se rencontrer physiquement, cependant elles sont toutes reliées entre elles et les états âmes sont intimement partagés. Donc c'est-à-dire que toutes ces matrices qui sont créées dans les différentes dimensions, elles restent tout de même liées entre elles, c'est-à-dire que si par exemple il y a une partie des matrices qui font un choix négatif, ça va impacter aussi les autres qui vont être poussés par exemple à faire plus des choix négatifs ou le contraire, et inversement. Donc en fait, pour dire que nous, actuellement, dans notre expérience de la matière, dans notre conscience, on est influencé de nombreuses manières dont on n'a même pas conscience. Ensuite, quand il dit que les matrices jeux ne peuvent pas se rencontrer dans un même plan, dans une même dimension, alors ça, j'en suis plus totalement sûre. Je me dis que à mon avis, ça doit quand même être possible que des matrices jeux se retrouvent, mais ça, je sais pas. Peut-être que, moi à mon avis, ça doit être possible, mais à l'époque où j'ai écrit ça, je ne pensais pas dans mon esprit, ça ne pouvait pas être possible, mais finalement, pourquoi pas. Voilà, après, si vous avez des réponses à ce sujet, je vous laisse le plaisir de commenter et de nous donner davantage d'indications à ce sujet. Ensuite, je crois que je dis d'autres questions. Après, je dis,
Vous dites que les âmes jeunes créent une centaine de matrices jeux. Dans ce cas, pouvez-vous me dire combien d'âmes a? Donc là, c'était pour quelqu'un que je faisais ça, et c'était pour comprendre en même temps. Et du coup, il m'a dit, l'âme crée une centaine de matrices en tout, et c'est-à-dire pour les deux polarités réunies. Donc c'est-à-dire, par exemple, là, les 71 matrices. Donc ensuite, on va revenir sur ce chiffre de 71. Mais c'est-à-dire qu'une même âme, là, cette petite bille, avec les deux polarités réunies, en étant humain, elle crée à peu près une centaine de matrices, c'est-à-dire une centaine de versions d'elle-même qui est divisée dans des dimensions différentes. Donc ensuite, je dis cependant, si l'âme peut créer des centaines de matrices jeux qui sont dans des dimensions différentes. Donc comment expliquer le phénomène d'âme jumelle? Parce que je me dis, attends, là on est dit penser dans des trucs différents, on est tous divisés. Comment en fait on peut, enfin, comment ça c'est possible en fait ce phénomène? Parce que les âmes jumelles c'est quand même du coup quand les deux polarités entières se retrouvent. Il dit, c'est une excellente question. Les matrices jeux d'une même âme sont séparées dans des dimensions différentes jusqu'au moment où vient le temps de sa fusion. L'âme va retrouver sa forme initiale en faisant se rassembler les morceaux dans la magie de l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences à côtoyer ton âme jumelle, tes matrices, en fait c'est comme si voilà, tu avais tes 10 doigts et tes matrices commencent en fait à se rassembler, et c'est comme ça que tu rassembles l'énergie. Voilà. Et du coup, grâce à l'acte sexuel qui permet en fait de rassembler les énergies. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et j'écris ensuite. Donc, lorsque ce phénomène apparaît dans une civilisation, c'est significatif de l'avancée des âmes. Lorsqu'elles connaissent la fusion, elles retournent à Dieu, c'est ça, parce qu'elles sont suffisamment purifiées. Donc du coup ils disent oui, tout à fait. Après ils me demandent de prendre une pause parce que là après j'étais un peu surchargée, je savais plus ce que je disais. Et après je dis... et après là je continue en disant du coup plus l'âme crée de matrices de jeu, moins elle est expérimentée. Ok, jusque là donc tout va bien. Ces matrices sont séparées entre les deux polarités, mais comme le montre l'exemple, le nombre de matrices jeu est impair. Cela voudrait donc dire que les polarités n'évoluent pas au même rythme. Bah oui, parce que du coup, on avait vu dans l'exemple qu'il y avait 71 matrices. Donc ça voudrait dire que du coup, il y a une matrice qui fait des choix qui font qu'elle a plus de matrices d'un côté, donc du coup ça veut dire qu'elle est plus divisée, et donc avec une autre qui aurait moins de matrices et du coup qui serait moins divisée. Donc ça serait à peu près ça. Et du coup ils font... lors de son expérimentation, l'âme est hésitante, tout comme les humains, face à l'inconnu. Son évolution est donc à dents de scie. Ces hachures dans sa progression se traduisent par l'avancée des deux polarités. Tu dois imaginer que l'âme est un bateau avec deux pagaies. Au départ, tu donnes un premier coup très fort d'un côté, puis de l'autre avant de te rendre compte qu'ainsi tu finis par tourner en rond. Donc là, par exemple, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que quand, en gros, tu as le bateau, ça symbolise l'âme. Ok, ça c'est mon bateau. Sur mon bateau, j'ai deux pagaies. Voilà, ça c'est ma pagaie féminine, ma pagaie masculine. S'il y en a qu'une seule qui marche, mon bateau il va finir par à tourner sur lui-même. Donc c'est-à-dire que s'il y a que lui qui marche, c'est soit il crée plus de matrices, soit il en a moins, mais en fait c'est les matrices, le nombre de matrices ne sont pas équivalents d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, il finit par expliquer. Lorsque tu envoies ta force des deux côtés en même temps, c'est là que tu commences à avancer droit. Les âmes jumelles
ont donc besoin de l'un et de l'autre pour avancer. Le décalage entre les deux polarités s'exprime donc par un nombre plus élevé de matrices jeu d'un côté. Là, plus il y a de matrices d'un côté, et en fait ça déséquilibre le bateau, et au final, si les deux parviennent à avancer, donc à avoir un nombre de matrices équivalentes, ça permet en fait aux deux polarités d'avancer au même rythme. J'ai fait aussi, est-ce que les gens qui disent rencontrer leur flamme jumelle, c'est parce que quelqu'un canalise du coup l'énergie de son jumeau, ou alors ces personnes ont rencontré leur âme jumelle? Parce que là, en fait, il y a une confusion entre flamme jumelle et âme jumelle. Et là, il va l'expliquer plus clairement, et c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer au début, mais que j'avais mal expliqué. Donc ils disent: tout d'abord, le parcours flamme jumelle, tel qu'il est présenté dans les sites internet, est souvent plein d'incohérences. Il y a cependant des éléments justes. Tout d'abord, votre couple aura des moments... Alors, on va dire le couple en général. Il peut avoir des moments où il va se confronter à ses limitations, mais s'il a la connaissance suffisante, par exemple s'il a des connaissances notamment sur eux-mêmes, sur leur dette karmique et tout ça, il peut être à l'abri des colères, des disputes et des séparations. Et il explique même c'est le manque de connaissances qui pousse à y croire ou à se s'égarer. Les personnes qui pensent avoir rencontré leur flamme jumelle sont bercées d'illusions pour la plupart. Dans le meilleur des cas, ces personnes ont rencontré leur âme jumelle. Donc, qu'on soit bien d'accord. Donc du coup, si on reprend nos petites billes là, les yin-yang, où il y a un côté où il y a féminine et masculine. Lorsque cette petite boule est séparée en deux polarités, donc il y a masculin et féminin qui sont incarnés sur Terre. Masculin et féminin ont chacune une part qui est vers le ciel et une part qui est vers la Terre. Et en fait, ces parts-là, ce sont ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est ça qu'on appelle les flammes jumelles. Les âmes jumelles, ce sont masculin et féminin. C'est pour ça qu'en fait, on dit que les flammes jumelles, ça n'existe pas en fait. Si ça existe, mais dans l'expérience de la matière, ce n'est pas possible. Parce que c'est le lien que tu as... c'est le lien divin-terre. Divin-matière en fait. Voilà. Je sais pas si c'est très bien expliqué ou si ça va trop vite, que ce soit, mais en tout cas, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le préciser et tout ça. J'essaierai de mieux expliquer, de faire même une réponse aux questions, tout ça, parce que je sais qu'on peut toujours approfondir et qu'on peut toujours nuancer le propos. Et du coup, je te dis, mais comment ça se passe lorsque des matrices jeux meurent? Est-ce qu'elles meurent en même temps ou en décalé? Est-ce que les esprits ou les fantômes, c'est quoi du coup? Bah voilà, parce que moi j'étais en mode, mais du coup dans le parcours du coup de la journée de l'âme, dans son parcours il y a des matrices qui naissent, d'autres qui meurent, et tout ça je me dis mais du coup comment ça s'organise? Ça rentre directement, ça reste en suspension, ça fait quoi en fait? Est-ce que ça meurt tout en même temps? Donc voilà. Et du coup ils disent, lorsque l'âme crée un nouveau prototype de matrice jeu, elle façonne pour lui un chemin de vie. Ce chemin de vie est juste une indication sur le chemin, sur ce qu'elle doit faire. Lors de la vie, il arrive que les matrices jeu s'égarent et créent parfois des morts tragiques et prématurées. Lorsque cela arrive, les matrices jeux sont pour la plupart empreintes d'une mémoire traumatique que l'âme n'est pas prête à recevoir tout de suite. Ensuite, la mémoire erre dans l'océan des étoiles en tant qu'entité. Bien sûr, les entités maléfiques peuvent chercher à ne pas retourner à l'âme, donc elles errent sur Terre, tandis que les âmes bienveillantes sont des ondes d'amour sous forme de mémoire, que l'âme envoie aux âmes qu'elle aime, mais avec lesquelles elle ne peut être au travers des incarnations. Donc, c'est-à-dire que, quand une âme fait son parcours, elle a ses matrices. Certaines matrices peuvent mourir.
Si ce sont des âmes, si ce sont des matrices qui avaient une tendance négative, elles errent sur Terre parce que l'âme, en fait, n'est pas prête à récupérer le traumatisme ou à tout de suite le réabsorber, on va dire. Ou parce que la matrice est attachée à la Terre et qu'elle a des choses encore à faire. Donc elle erre. Voilà, elle ne retourne pas tout de suite à son essence. Ensuite, si une âme aussi peut envoyer des fragments de sa mémoire en dehors d'elle pour aider des matrices ou des personnes. C'est notamment ce qui se passe lorsque les personnes parlent avec des entités de leurs parents qui sont décédés. En fait, ils communiquent avec des fragments de mémoire de l'âme de cette personne. Pour finir, les matrices jeux ne meurent pas en même temps et ne retournent pas à l'âme au même moment. Cependant, cela n'empêche pas à l'âme de créer un nouveau prototype si elle dispose de suffisamment de mémoire due aux autres matrices jeux qu'elle ramène à elle. Sauf que le cas où les matrices jeux sont moins nombreuses ou uniques, l'âme attend donc le retour des mémoires pour créer son prototype. Donc c'est-à-dire que là, on a mon petit schéma départ-fin, ok? Ou dans l'autre sens, peu importe. L'âme, voilà, a créé ses matrices dans différentes dimensions. Il y en a certaines qui meurent, certaines qui reviennent. Et en fait, si elle a une quantité suffisante de matrices, avec une quantité, on va dire, de mémoire suffisante qui reviennent, elle peut créer un nouveau prototype. Mais or, dans les cas où l'âme a créé une seule matrice, elle est obligée d'attendre la totalité, en fait. Que la totalité revienne à la source pour créer un nouveau prototype. Je crois que j'ai à peu près fini sur mes enseignements de l'âme. Et tout ça pour dire que maintenant que j'ai relu tous ces messages que j'avais concernant l'âme, là maintenant, avec le recul que j'ai, je sais que c'est une version, c'était ma version des choses, avec une vision qui avait besoin d'être ancrée dans la matière, qui avait besoin d'être expliquée par des mots et pas seulement par des phrases du type « suis ton chemin de vie ». En fait. C'est pour ça que ces messages cherchent à avoir de la précision. Je pense que parfois, cette précision, elle est utile ou elle est pas mal. Cependant, il faut toujours faire attention que quand on cherche absolument à connaître une vérité sur un sujet dans la canalisation, il arrive qu'à des moments, on s'égare. C'est-à-dire à essayer d'avoir des réponses à tout prix sur des sujets qui n'ont pas forcément de réponse, qui en fait demandent juste à expérimenter et d'avoir confiance en fait en l'univers. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, tous les messages que je vous donne, prenez-le avec des pincettes, regardez-le avec un œil, avec du discernement, pardon. Essayez toujours de vous dire que c'est une vision d'une jeune fille qui avait besoin de comprendre comment ça fonctionnait et qui traduisait des ondes lumineuses avec son mode de pensée de l'époque. Donc bien sûr, ça peut apporter certaines visions intéressantes, mais toujours à nuancer. C'est pour ça que je vous attends dans les commentaires pour pouvoir me dire « Ah, je ne suis pas d'accord sur tel truc » ou « J'aimerais davantage détailler tel truc » ou alors « Je pense qu'on pourrait nuancer tel truc ». Ça m'intéresse parce que je sais bien que je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la vision universelle de ce que c'est l'âme en fait. C'est tellement un terme qui est tellement divers et que moi, avec ma mentalité et ma compréhension d'humain, je ne peux pas expliquer. C'est comme si, je me souviens, j'ai regardé ça récemment, j'ai vu une petite vidéo de quelqu'un qui disait est-ce que il y avait quelqu'un qui lui disait je ne crois pas en Dieu tant que je ne l'ai pas vu. Et que cet homme lui répondait regarde le soleil, et qu'il voyait que l'homme n'y arrivait pas, et il lui dit alors tu essayes de regarder le soleil, tu n'y arrives pas, et tu voudrais regarder Dieu alors que tu n'arrives même pas à regarder le soleil en face, alors que le soleil c'est l'une de ses plus petites créations. C'est tout ça pour vous dire que l'âme c'est l'une de ses grandes créations à Dieu. Et moi je suis bien audacieuse de vouloir traduire ce qu'est l'âme avec ma petite mentalité d'humaine. En revanche, mes enseignements et tout ce que je vous dis, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, je l'ai eu
Et pour le moment, ça me permet d'avoir une compréhension des phénomènes de l'âme et de ce qui se passe sur Terre. Et pour le moment, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que ça aura pu développer votre compréhension. Surtout, prenez uniquement ce que vous avez compris, ce qui résonne pour vous. Et tout le reste, vous le balayez, ça m'est égal. Mais sachez simplement que tout ce que je vous transmets, c'est pour vous aider et pour vous éveiller sur votre chemin. Prenez soin de vous. À bientôt.